Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News, épisode numéro 61, votre récapitulatif bimensuel de l'actualité pop culturelle. Je suis en compagnie d'Adrien, comment vas-tu ? Je suis toujours là, toujours fidèle au poste, ça va. On parlait de Pumpkin Spice Latte juste avant. Oui, L'automne ça y est. s'installe tranquillement. Ça va pas tarder, je pense, avant que le plaid revienne aussi sur les genoux pour mater des petites séries et des petits films. La Mais ça va. fraîcheur. Ah, la fraîcheur est de retour. Ça fait du bien. Et toi, ça va ? Bah écoute, oui, ça va, toujours content d'être ce lundi avec ce rendez-vous avec les gens de Twitch. Mais aussi de YouTube en direct pour parler pop culture, et puis pour les gens qui nous écoutent religieusement avec leurs oreilles aussi simplement sur les plateformes de podcast. Bonjour à tous, ça nous fait très plaisir de vous avoir avec nous. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, bien sûr. Hein, merci à tous. Merci à tous ceux qui mettent des petites étoiles également pour faire connaître le podcast sur les plateformes. Ceux qui nous rejoignent sur Discord dans la communauté rapprochée pour discuter pop culture. Ça fait toujours super plaisir. Et puis suivez-nous toujours sur les réseaux sociaux. On est à ça, mais vraiment à ça. Pour les auditeurs, bien sûr, je fais un tout petit espace entre mes deux doigts. On est à ça d'être 100 000 abonnés sur YouTube. Sur le tube. C'est-à-dire que, quelque part derrière Adrien, bientôt, non. il y aura un petit cadre Tu sais que avec j'y ai écrit pensé. YouTube, 100 000 abonnés Pop News. Je sais que je le veux pour ça, évidemment. Bah attends. Je veux les 100 000 pour ça, mais non, en fait, ce sera chez toi, tu le sais. Je vais pas pouvoir l'emmener, parce que pour ceux qui ont suivi, évidemment, Oui, je vais bientôt déménager. Donc l'objectif, c'est qu'on J'aurai ait les la 100 000 garde abonnés. T'auras la garde Oh là là. du frame, là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais à mon avis, on n'est pas prêt de le recevoir, parce qu'ils doivent être en retard sur les envois. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de 100 000 abonnés, plus qu'à une certaine époque. Très clairement. Mais ouais. je te le donnerai. Oh. Ah non, ouais, c'est mon petit cadeau de départ. Ça sera mon petit cadeau, tu vois, avant de partir. Donc, et c'est pas mal comme cool. cadeau. Mais grâce à vous. Bah, il est possible que le moment du départ, la dernière fois qu'on se voit avec Adrien, il y ait une petite larmichette quand même, hein, je vais pas vous mentir. C'est l'arme qui va couler sur le long de la joue, quoi. Ah là là, écoutez... On n'en est pas là. Pourquoi est-ce qu'on est réunis cette semaine, évidemment, dans Pop News numéro 61, pour parler des news qui ont battu la campagne ces 2 dernières semaines, mais aussi le point box-office d'Adrien pour dégager un petit peu les grandes tendances du popcorn et des recettes dans le monde et en France. Un gros sujet qui nous a été inspiré par une énième news autour de Joaquin Phoenix, comme on dit en français, qui commence peut-être tranquillement à devenir un problème à Hollywood. Peut-être un homme pas forcément très fiable en tant qu'acteur, et ça on voulait en parler, donc ce sera notre gros sujet cette semaine. Ensuite, on aura notre radar des sorties, et quelques recos de fin d'épisode, et puis après, terminer bonsoir, et à dans 2 semaines, hein. Voilà. Très bien, Classique. ça me va. Classique, j'ai envie efficace. de dire. Adrien, on va commencer avec les news. 4 grosses news à discuter aujourd'hui. Et la première nous parle de The Batman partie 2. The Batman 2. Tout à fait, The Batman 2 qui pour l'instant s'appelle The Batman Partie 2 ou The Batman 2. Et c'est Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, donc le premier film de la nouvelle franchise, trilogie peut-être, je spoil un petit peu, qui a récemment en fait partagé des détails sur l'avenir du Chevalier Noir pour le réalisateur. Et en fait, il a donné une série d'interviews, et notamment à Collider, dans laquelle il explique que The Batman Partie 2 ne marquera pas la fin de la saga qu'il a lancée il y a quelques années, mais en fait ça s'inscrit plutôt dans une trilogie planifiée depuis le début. Donc ça c'est une info quand même directement à la source, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un 3e épisode si le 2e marche bien, il y a toutes les chances que ça marche bien. Il explique aussi qu'il y a eu quelques ajustements en cours de route et que le plan initial reste quand même largement inchangé et qui suit de près la trajectoire qu'il avait imaginée depuis le début. Donc ça aussi c'est plutôt rassurant concernant la suite de The Batman. Le réalisateur Matt Reeves a aussi abordé évidemment le développement de la série dérivée The Penguin, qui est actuellement diffusée sur Max, ou en France sur Max aussi, parce que c'est arrivé en France, c'est sur MyCanal si vous voulez le choper, ou Prime Video. N'hésitez pas à regarder The Penguin, il y a à l'heure où on enregistre le podcast, le premier épisode qui a été diffusé, c'est pas mal du tout, et Colin Farrell est encore excellent, mais comme d'habitude, de toute façon c'est Colin Farrell. Pour le rappel, The Penguin, c'est l'histoire de Oswald Cobblepot qu'on voyait dans The Batman, qui est un méchant légendaire de l'univers du Chevalier Noir.
Et donc, Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, explique que la série est évidemment une extension naturelle de l'univers qu'il a créé, et ça permet d'explorer en profondeur l'ascension de Cobblepot dans le monde criminel de Gotham, et il avait même envisagé de poursuivre l'histoire du Pingouin dans The Batman 2, en fait, dans un film et non pas dans une série. Mais pour lui, on lui a donné la possibilité de développer une série à part entière, et donc évidemment d'approfondir un personnage qui est plus ou moins complexe. Il a trouvé ça génial, ce qui lui permettait en fait de pas sacrifier le rythme narratif de la trilogie qu'il a prévue et dont je parlais juste avant. Et il a aussi évidemment évoqué le fait de pouvoir réaliser des épisodes de The Penguin. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il explique pourquoi. C'est simplement parce qu'en fait, il bosse sur la post-production de The Batman 2 et à l'écriture, évidemment, encore peut-être de la suite The Batman 3. Donc tout ça, il l'a mis de côté, mais il a exprimé son souhait de vouloir diriger des épisodes futurs s'il y a une saison 2 pour The Penguin. Les retours critiques et les retours publics sont plutôt très bon, donc pourquoi pas dans quelques années avoir une saison 2 à The Penguin. Il a aussi continué à parler, je suis désolé, je monopolise pas mal la parole, mais c'est ta news, c'est ta news, c'est normal. Alors évidemment c'est ma news, mais c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'infos intéressantes du côté de Matt Reeves. Il détaille en fait que c'est une série qui ne sera pas forcément la seule dans l'univers de The Batman. En fait, il laisse entendre qu'il y aura peut-être d'autres séries centrées sur d'autres personnages de l'univers de The Batman, ce qui élargirait en fait toute l'exploration de Gotham et des habitants, et on imagine évidemment des méchants cultes de The Batman qu'on peut avoir vu dans le premier et qu'on verra sûrement dans le deuxième. Donc résultat des courses, on comprend que c'est un univers très riche que Matt Reeves a envie de développer, et qu'on n'en a pas fini avec Batman de Pattinson. Et pour moi, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que, je sais pas pour toi, mais moi j'avais trouvé The Batman plutôt pas mal. En tout cas, il y avait vraiment une patte, il y avait vraiment quelque chose qui était apporté de la part de Matt Reeves, de la part surtout de Pattinson. Je trouve qu'il incarne un Batman vraiment très différent et très, très cool à suivre, mais c'est un début, quoi. Donc s'il arrive à transformer l'essai avec les suites, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. Parce que un peu comme Batman Begins, c'était très bien. Mais The Dark Knight, c'est The Dark Knight, tu vois ce que je veux dire? Oui, donc, complètement. Mais d'une manière générale, quand les suites sont vraiment réussies, et c'est rare, elles ont tendance à éclipser le premier volet qui souvent met en place beaucoup de choses. Exactement. Et même si Batman Begins était très réussi pour le coup, The Dark Knight, c'est, comme tu le dis, c'est complètement différent. Et on espère que The Batman Partie 2 sera aussi de ce genre de suite. Je vais pas vous mentir, moi, The Penguin, ça m'intéresse moins. Mais c'est intéressant de voir aussi quelle est la stratégie de développement d'IP, enfin de licence de Warner. Notez quand même que c'est une stratégie qui se réitère également avec Dune. On a Dune partie 1, Dune partie 2, Dune partie 3 du coup avec Denis Villeneuve, et en plus une série qui arrive très prochainement, Dune Prophétie, c'est pour novembre de mémoire. Et donc voilà, il y a une vraie cohérence de marque en tout cas qui essaie de se développer du côté de Warner. Maintenant, on attend surtout que tout ça soit cohérent en termes de qualité aussi, parce que c'est bien la quantité de développer tout ça. Derrière, il faut aussi que les séries spin-off, tout particulièrement, se tiennent la route. J'ai pas trop de doutes sur la suite de The Batman. Pour l'instant, The Penguin, j'ai pas encore regardé parce que je suis déjà en retard sur mes visionnages en cours. Tu peux attendre un peu, c'est diffusé au compte-gouttes, semaine après semaine, donc peut-être que tu peux te faire un binge-watching d'ici quelques temps. Quoi. Grave. Donc évidemment, pour les gens qui ont déjà regardé, n'hésitez pas dans les commentaires ou dans les chats différents à nous donner vos premiers retours. On est évidemment très curieux et on prendra. Dernière chose pour The Batman 2, ça c'est à l'état de rumeur, mais ça pourrait se dérouler pendant l'hiver. Et aussi avec la cour des hiboux. Donc ça encore une fois c'est à l'état de rumeur. J'adore cet arc ce run est incroyable de Batman, peut-être l'un des meilleurs, en tout cas c'est l'un des récent, c'est un des meilleurs, c'est récent, c'est sûr, et surtout ça correspondrait bien à Pattinson. Sans rien spoiler, je pense qu'il y a un côté complètement psy et flingué qui pourrait très bien fonctionner avec Pattinson, qui est un acteur qui a énormément de talent et qui le prouvera d'ailleurs dans pas si longtemps que ça avec Mickey 13 de Bong Joon-ho. La bande-annonce est sortie et pareil, t'as l'impression de voir un nouveau Pattinson encore une fois. Ce mec m'impressionne à chaque fois et donc tu mets un Batman de Pattinson avec la cour des hiboux. Ça peut être très 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 cool.
Ten qui est pas d'accord, hein, qui dit refaites pas la cour des hiboux, faites Killing Joke. Voilà, on peut pas tout faire. Et moi, ce que j'aime bien aussi, et ce que j'avais bien aimé avec The Batman, c'est qu'il était pas trop dans l'adaptation d'un run existant. Et ça lui donnait aussi son identité particulière. Donc, ça serait cool que ça reste dans ce carcan-là avec The Batman partie 2, puisque quelque part, on n'est pas forcément obligé d'adapter un run de comics pour faire un bon film. Donc voilà. Après, moi, très franchement, je suis partial parce que j'aime beaucoup La Cour des Hiboux, mais très, très franchement, il y a énormément d'arcs de comics de Batman qui sont excellents. Moi, c'est un des super-héros que je préfère lire, perso, parce que tout est toujours super intéressant, quoi. Et donc très franchement, moi, ça me dérange pas. On voit que dans le chat, c'est pas très fan de La Cour des Hiboux, ce qui m'étonne, parce que pour moi, je trouve que c'est quand même un run super intéressant. Après, encore une fois, c'est l'état de rumeur, et comme tu l'as dit, il va pas forcément adapter un run classique de A à Z, mais s'inspirer peut-être des meilleures choses à droite à gauche. Donc, s'il prend le meilleur de La Cour des Hiboux, moi, ça me va, quoi. Mais lisez-le, par curiosité, même si, voilà, les gens sont pas tous fans, mais lisez-le, c'est toujours bien de se faire un avis. Moi je passe à ma news de cette semaine. Vas-y. J'en ai deux, hein, mais bon, celle-ci. Moi aussi j'en ai deux. Celle-ci c'est la. Ça va. Ça va. Okay. Chacun son tour. Ok, d'accord. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Allez, moi je vais vous parler de la série Harry Potter qui commence tranquillement son casting. Et je dis tranquillement, mais en réalité c'est gros barnum ce casting, puisque HBO et la production a lancé un casting ouvert à l'intégralité des ressortissants britanniques et irlandais entre 9 et 11 ans d'ici le mois d'avril 2025, ce qui ratisse plutôt large, évidemment, ce qui rappelle évidemment la première fois qu'il y a eu un casting pour Harry Potter, Ron et Hermione. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de passer au crible via des auditions préenregistrées de ces jeunes acteurs pour trouver le trio de tête Harry Potter, que sont Harry, Hermione Granger et Ron Weasley. Voilà, ce qui est intéressant dans cette annonce de casting, c'est surtout que on a la date de début de tournage potentiellement révélée, puisque les jeunes acteurs doivent avoir entre 9 et 11 ans au mois d'avril 2025. Donc ça veut dire que très probablement, c'est la date qui est visée pour le début de tournage. Donc on imagine que la pré-production bat déjà son plein, et que là l'objectif c'est de trouver les acteurs pour incarner tout ça. Donc il se laisse un petit peu de temps aussi pour passer au crible tout ça. On imagine que les directeurs de casting vont être très occupés dans les mois prochains, puisqu'il faut bien sûr trouver les enfants, mais il faut aussi trouver les professeurs. Donc tout ça, voilà. Ils vont pas aller à l'école tout seuls, les gosses, hein? Faut bien les éduquer. Je note aussi le fait que ces acteurs qui sont recherchés doivent être ressortissants uniquement de l'Irlande et du Royaume-Uni, ce qui perpétue un petit peu la tradition qu'avait impulsé je sais même pas comment on dit, la huilogie de films. Ecta, non, y a pas un truc comme ça. Ouais, peut-être, je me souviens pas. Enfin bref, la série de films de Harry Potter qui avait débuté dans les années 2000, et donc on imagine que ça va être aussi la même chose pour les autres acteurs. Qui seront recherchés. Petit rappel sur où est-ce qu'on en est de cette série Harry Potter. Elle a été Octogone. Pardon, ça m'a fait rire dans le chat. Octalogie. Ah oui, ok, d'accord, ça marche. Bah oui, logique, ouais. Octogone, octalogie, on n'est pas loin. Ouais, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Et donc du coup, petit rappel sur où est-ce qu'on en est de cette série Harry Potter. Elle a été annoncée l'an dernier déjà, on vous en avait déjà parlé. Elle est prévue, si tout va bien, pour 2026, ce que corrobore aussi cette fameuse date de début de tournage, puisque si on commence à tourner en avril 2025, on imagine que courant 2026, ça pourrait arriver. On a déjà le duo de showrunner avec Francesca Gardiner et Mark Mylod. Mark Mylod et Francesca Gardiner qui ont travaillé sur Succession, tous les deux. L'une sera scénariste et l'autre réalisateur sur la série. Là, très bien, ça. Ouais.
Ouais, carrément. La Ça série est désormais supervisée par HBO et plus par Max. Et puis Warner espère adapter toute cette série-là, tous les 7 livres Harry Potter, dans une adaptation qui se veut fidèle, entre guillemets, et qui pourrait durer une décennie, donc. Mais ça me fait penser, ouais, justement, au fait que ils vont devoir tourner assez vite à chaque fois, parce que les gamins vont grandir très très vite. Et oui. Et ouais, faut pas que ça traîne quoi entre deux saisons quoi. Et alors, faut faire très attention sur le casting, évidemment, parce que un gamin qui a 9 ans, qu'on a 11, enfin bref, ça peut être potentiellement problématique. On l'a vu à l'époque des premiers Harry Potter où ça jouait pas forcément super bien. Donc il faut vraiment avoir le nez creux sur ce genre de casting, parce que souvent ça passe ou ça casse, les castings de jeunes acteurs. Donc attention. Au-delà de ça, même je pense c'est même au côté coulisses quoi, parce que c'est ce que disaient les acteurs de Harry Potter, la franchise de cinéma. Il n'y avait pas de réseaux sociaux quand eux ils ont commencé à tourner quoi. Aujourd'hui ils vont être sous le feu de tout le monde sur internet, ça va être très compliqué pour eux de vivre, je pense. C'est un des trucs qui m'interpelle un peu sur ce projet de série, et dont on avait parlé déjà au moment où elle avait été présentée, c'est que faire Harry Potter dans les années 2000, c'est pas du tout faire Harry Potter dans les années 2020. Et quand on voit les réactions sur les réseaux que peuvent provoquer, je sais pas, au hasard, des séries comme The Acolyte ou d'autres projets, tu te dis que j'espère que ces enfants vont être accompagnés et bien accompagnés aussi. Et surtout, tu l'as peut-être pas précisé, mais le casting parle d'inclusivité et de diversité. Donc, rappelons aussi que dans la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, je crois que c'est ça, Hermione est jouée par une personne noire. Bon, voilà, tu vois, déjà ça avait fait un petit peu parler dans les médias pas très bien intentionnés dans l'idée, quoi, et sur Internet. Donc, on n'imagine même pas si c'est le cas aujourd'hui dans une série télé grand public. Exactement. Donc, ça va être quelque chose. En tout cas, ça va être passionnant à suivre, c'est sûr et certain. Peu importe le résultat, je pense que ça va être quelque chose. Je sais pas si le podcast sera toujours là, je pense. Là. Mais en tout cas, première saison peut-être pas à la fin. Normalement, on aura 50 piges, mais voilà. Mais en tout cas, non, c'est assez intéressant et il y aura beaucoup de choses à dire d'ici un an. Je pense qu'il va se laisser le temps. Ah ouais, clairement. Et avant, vas-y, si t'as d'autres trucs. Juste un dernier petit point, parce qu'il faut quand même faire le point. J.K. Rowling, est-ce qu'elle est impliquée ou pas? Et elle est très impliquée dans la production de cette série, en tant que productrice via sa société de production et productrice déléguée, ainsi que David Heyman, qui avait lui aussi déjà produit les films Harry Potter en son temps. Donc voilà, c'est pour les gens qui s'intéressent aussi à son implication ou non, sachez qu'elle a les mains dans le cambouis. Voilà. Oui, c'est logique de toute façon. Bien sûr. On s'en doutait. Non, mais il faut le savoir. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est rédhibitoire. Donc, et c'est normal. Ah oui, complètement. Mais ça n'empêchera pas la série de fonctionner, ça c'est sûr et certain. On l'a vu, l'exemple précédent c'était Hogwarts Legacy. Bon, voilà, même s'il y a eu un vent debout contre J.K. Rowling, le jeu s'est vendu par palette entière. Mais c'est très important de le préciser, et on aura des sorties de J.K. Rowling malheureusement, je pense encore plus à ce moment-là. Mais bon, passons. Et non, un dernier truc, mais qui a un peu à voir, tu parlais de Succession tout à l'heure, et pourquoi pas avoir Brian Cox en Dumbledore, qui lâche des gros fuck. Je sais pas. Alors, Brian Cox, il est britannique. Ah oui. Moi, je veux ça, quoi. Brian Cox qui joue le patriarche. Et Brian Cox, en plus, il est écossais, donc il rentrerait tout à fait là-dedans. Il a quel âge? Il a 70 piges. 78, c'est peut-être un peu beaucoup. Non, pour tenir 10 ans. Ouais. Mais non, quoique, c'est peut-être le meilleur âge, je pense, pour jouer Dumbledore. Ouais. Mais peut-être un peu trop trapu, enfin trop petit. Oui, alors tu sais, c'est marrant, mais moi, il m'a fait... Quand t'as commencé à parler Brian Cox, j'ai pensé à Hagrid, moi. Oui, mais ça le fera chier de jouer à Hagrid, je pense. Oui, il y a moyen. Il faudrait peut-être jouer autre chose. Mais, enfin bref, donc voilà. Mais news intéressante, et on vous en... ça veut dire que ça bouge et qu'on va très certainement avoir des annonces de casting très prochainement, quoi. Exactement. Pas forcément pour les enfants tout de suite, mais pour les professeurs, ça va avancer, je pense. Ouais, complètement. Je te refile la parole, Adrien, on va parler de James Cameron, qui a un nouveau film qui est prévu hors Avatar, et ça, clairement, j'en tombe de ma chaise.
Enfin, j'ai envie de dire. Donc évidemment, James Cameron qui travaille sur Avatar depuis des années, qui a pas eu en fait de film hors Avatar depuis Titanic, donc ça quand même on remonte un petit peu maintenant. Il a récemment acquis les droits du livre à venir, donc il n'est pas encore sorti, de Charles Pellegrino, qui s'appelle Ghosts of Hiroshima, les fantômes d'Hiroshima. Et en fait, cette œuvre qui est prévue donc pour une sortie en août 2025 coïncide avec le 80e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima en 1945. Et en fait, Cameron a annoncé l'adaptation, son envie en fait d'adapter le livre, ainsi que le précédent ouvrage de Charles Pellegrino qui s'appelle Last Train from Hiroshima, qui est sorti en 2015, qui en fait marque un projet ultra intéressant, extrêmement loin d'Avatar, parce qu'en fait c'est vraiment focalisé sur un fait historique, comme l'avait été Titanic à l'époque. Et en fait, c'est l'histoire véridique de Yamaguchi, donc qui en fait Tsutomu Yamaguchi, qui a survécu à l'explosion atomique d'Hiroshima, puis s'est rendu à Nagasaki en train et a survécu à la seconde explosion. Donc il a survécu aux 2 explosions atomiques qui ont touché le Japon en 1945. Déjà, rien que ça, c'est assez incroyable et ça me donne tout de suite envie de lire le livre qui sera adapté par James Cameron. Mais au-delà de ça, James Cameron en fait est vraiment impliqué au point qu'il est allé rencontrer ce survivant avant sa mort, quelques jours avant sa mort. Donc il est vraiment très porté sur ce projet. On ne sait pas quand il réalisera ce film qui s'appellera sûrement Last Train from Hiroshima, comme voilà s'appelle le livre de Charles Pellegrino. Mais en tout cas, c'est un projet qui m'intéresse énormément. Je trouve que c'est bien que James Cameron revienne un peu à ses premiers amours, entre guillemets, même si Titanic est peut-être le seul film inspiré de faits réels qu'il a fait, mais c'est un film qui a marqué toute une génération et encore aujourd'hui, et qui se barre un petit peu d'Avatar, qui est, je pense... Avatar, c'est quelque chose d'incroyable aussi, évidemment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a marqué les esprits aussi. Mais et je te l'ai déjà dit plein de fois, et je crois que je l'ai déjà dit dans l'émission, je trouve ça dommage que James Cameron termine sa carrière, ou vraiment fasse sa fin de carrière sur Avatar. D'accord. Et là, au moins, il part sur autre chose, et c'est très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-le en commentaire, voilà, que James Cameron fasse une adaptation d'un livre comme ça. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'apprécie le fait que James Cameron pense aussi à sa carrière de réalisateur plutôt que de... J'ai pas envie de dire faiseur, parce qu'Avatar, c'est pas que du making, hein, non, mais quand même pas. Je trouve que... Alors, c'est très bien Avatar, hein. Moi j'ai pas de souci avec ça, je passe souvent de bons moments en les regardant et tout, mais comme tu le disais, je trouve que c'est dommage de s'enfermer dans un truc, et je trouve que de plus en plus, James Cameron est en train de parler de potentiellement laisser la main à un autre réalisateur pour quelques épisodes suivants. Et quand je vois cette annonce-là, je me dis, ok, il a compris qu'il a besoin de respirer aussi. Et je pense que c'est important pour tout créatif d'avoir une respiration artistique et de pas faire toujours la même chose. Et peut-être que c'est aussi le symbole de... Enfin, c'est aussi ça que symbolise cette annonce-là. Et moi, j'apprécie le fait qu'ils s'en rendent compte, et que... parce que tu vois, moi, très franchement, ça m'empêchera pas d'aller regarder Ghosts of Hiroshima, ni d'aller voir Avatar 3, tu vois. Je pense que c'est hyper sain de se dire, je vais peut-être faire des films peut-être un petit peu plus petits, encore qu'il y a moyen que ça soit très gros, hein, comme genre de production. Comme ça, t'imagines James Cameron qui s'attaque à la bombe nucléaire, je pense qu'il fera un truc gigantesque. Mais moi aussi, ça me fait du bien qu'il s'attaque à un truc différent comme ça. Et pour préciser, donc en fait, évidemment, on imagine que Oppenheimer de Christopher Nolan lui a forcément donné un peu d'idées. On dirait. Voilà. C'est évidemment le succès incroyable d'Oppenheimer qui était un succès surprise. On s'attendait pas à ce que un film sur le père de la bombe atomique fasse autant d'argent et soit aussi bien reçu par la critique et par le public. Donc forcément, ça a dû le marquer. Mais rappelons que Nolan ne montre pas les effets de la bombe atomique sur le Japon dans son film. Il fait exprès justement d'éviter cela pour se concentrer exclusivement sur son personnage et sur les peurs et les ressentis de son personnage, donc Oppenheimer. Et aussi que la bombe atomique est une peur qui est vraiment ancrée en James Cameron depuis qu'il est enfant. Il l'a précisé, en fait, il a été témoin de la crise des missiles de Cuba à l'âge de 8 ans.
et c'est quelque chose qui est dans sa filmo depuis très longtemps, notamment dans Terminator et Terminator 2. Ah bah clairement. La scène de la bombe atomique dans Terminator 2, qui est un flash, qui est comment, une rêverie, hein, qui est quelque chose d'imaginé par Sarah Connor, et encore aujourd'hui quelque chose de traumatisant quand même quand on le voit pour la première fois. Moi je me souviens d'avoir vu gamin, ça m'avait fait extrêmement peur, hein, cette scène, et donc on sent que c'est quelque chose qu'il a en lui et qu'il a envie de montrer. Je propose de partir du côté du pays du soleil levant, puisque encore oui, nous allons non pas parler bombe atomique, mais nous allons parler de Shogun, la série qui vient de battre un record aux Emmy Awards, puisque les Emmy Awards qui ont eu lieu il y a 10 jours, au moment où on enregistre ce podcast, ont tout simplement sacré Shogun dans des proportions historiques, avec 18 prix qui ont été distribués à la série dramatique de FX, Hulu et Disney+, dont meilleure réalisation, meilleur acteur pour Hiroyuki Sanada, meilleure actrice pour Anna Sawai, et toute une ribambelle de prix techniques précédemment, et notez que c'est la toute première série non anglophone à remporter le titre de meilleure série dramatique ever. C'est la deuxième à avoir été nommée et la seule à avoir remporté le prix. La précédente à avoir été nommée, c'était Squid Game. Et donc c'est un raz-de-marée critique et d'audience sur FX qui est entériné par cette remise de prix, on va dire en forme d'avalanche. Et rappelez-vous, il y a quelques mois, une saison 2 et une saison 3 ont été greenlightées. Alors ça nous donne l'occasion évidemment de parler d'où en sont ces projets-là, le projet de suite, puisque, petit sourcil froncé, mais que se passe-t-il en fait? La saison 1 adapte l'intégralité du bouquin de James Clavell. Mais alors, comment vont-ils faire, me demandes-tu, Adrien? Ah bah, mais comment vont-ils faire, je te demande, Thomas? C'était une excellente question, ma foi. Ce podcast est tellement interactif. Oh là là, ça c'est beau. Eh bien, écoutez, ce qui va se passer, c'est que les personnages de James Clavell sont très très inspirés des personnages historiques qui ont réellement existé dans l'histoire du Japon, et donc il n'est pas impossible de s'inspirer de ce qui s'est passé par la suite de l'histoire, et donc d'écrire des choses qui n'ont pas été écrites par James Clavell. Donc ça, c'est tout à fait l'objectif. Sachez que Hiroyuki Sanada, donc le personnage principal je sais plus son prénom, mais du seigneur Toranaga, reviendra dans le rôle principal, et les deux co-créateurs que sont Rachel Kondo et Justin Marks écrivent déjà la saison 2, avec un début de tournage potentiel en 2025, donc une sortie à nouveau en 2026, on l'imagine. Et voilà, pour raconter quoi? Bah ça c'est... vous avez simplement à ouvrir un livre d'histoire du Japon, regardez tout simplement l'histoire du shogunat, et voilà, vous avez à peu près ce qui va se passer. C'est étonnant comme choix, et à la fois pas étonnant, puisque en fait ce qui s'est passé, c'est que la saison 1 à la base était en réalité une mini-série, une série limitée, qui devait faire événement, et qui a tellement fait événement que ça vaut quand même le coup de faire une suite, voilà, pour le cash, bien entendu. Et donc bah voilà, on va continuer dans tout ça. L'histoire ne dit pas cependant quels sont les autres personnages qui vont revenir ou pas. Franck qui nous dit c'est le nouveau Game of Thrones. Pas vraiment, parce que, alors effectivement c'est très politique, mais bon, sur tout ce qui est bagarre et tout ce qui est sexe, on est quand même loin de Game of Thrones. Mais je peux pas dire, j'ai vu que les 2 premiers épisodes, donc il est temps que je rattrape un Shogun, bien sûr. Mais... Je vous en avais fait la reco il y a quelques mois. Bien sûr. Moi c'est une série que j'ai appréciée. Faut juste savoir dans quoi vous vous embarquez. C'est une série qui est lente et qui l'assume. Donc voilà, c'est et moi c'est aussi chiant que House of the Dragon saison 2. C'est une bonne question en vrai. Non, je rigole. Je taquine. Voilà, on renvoie bien sûr les gens vers nos vidéos à ce sujet. Non, mais en tout cas, non, mais c'est intéressant qu'il continue, ce qui est un peu logique, oui, comme tu l'as dit, Cash Machine, il faut bien faire du fric. J'espère juste que ça va pas, même si je l'ai pas vu encore, j'imagine que la saison 1 est très bien, mais que ça va pas ternir l'image de la saison 1 si la saison 2, 3, 4 sont un peu moins bien, quoi, mais on verra. Bah, espérons en tout cas qu'ils sauront bien écrire ce qui est dans les livres d'histoire, parce qu'il faut aussi que
certes, tu vois, bah, ça peut être une problématique, encore une fois, à la House of Dragon, c'est que certes, il y a des événements historiques, mais il faut qu'il y ait quand même un lien entre tout ça, et que ça soit pas simplement une série de situations, comme Après, a pu le devenir, notamment la saison 2, quoi. on va pas rentrer dans un cours d'histoire, mais le shogunat, ça a duré combien de temps Alors, ça a duré un petit moment, je peux plus te donner ça de tête. Mais c'est des centaines d'années. Oui, oui, alors du coup, Donc en fait, on peut imaginer voilà, que, voilà. tu peux en faire même une anthologie à un moment donné, parce que là, il y Oui, a Hiroyuki Sanada qui revient, mais je veux dire, à un moment donné, tu peux transformer ça en une fresque historique bien avec de sûr. nouveaux persos, tu vois, à chaque saison. Ce qui pourrait être, et c'est assez inédit, une série japonaise ou Mm, américo-japonaise mm, euh, qui cartonne dans le monde entier, ce qui n'est oui. jamais arrivé, tu vois, donc pourquoi pas. Très clairement. Donc non, non, il y a pas d'impossibilité. Je pense qu'en tout cas, l'objectif c'est d'avoir une espèce de clôture à la fin de ces 3 premières saisons autour de ce shogunat précisément, le shogunat Tokugawa pour les gens du coup qui seraient intéressés. Et c'est effectivement une dynastie qui dure 265 ans. Donc Oui, voilà. bon. Voilà, il se passe peut-être pas des choses insane pendant 265 ans, mais il y a peut-être des choses dans lesquelles piocher, quoi. Ok. Donc voilà, évidemment, on vous reparlera de Shogun au moment où ça aura du sens, mais je suis curieux de voir cette Mm. saison 2 personnellement. Et aucun rapport, mais un petit peu, en parlant de séries japonaises, il y a l'adaptation du jeu vidéo Yakuza qui arrive bientôt là sur Prime Sur Video Prime, en effectivement. Ouais. octobre, je crois. Mm. Et les jeux Yakuza sont très cool, mais c'est à l'époque contemporaine, hein, Yakuza. Enfin, contemporaine, ça dépend des jeux, mais je veux Ouais. dire, ça se passe au 20e ou au 21e siècle. Mm. Mais j'ai hâte aussi de voir ce qu'ils vont faire, parce que pareil, c'est une série japonaise qui est diffusée voilà, au grand public dans le monde entier. Donc là, j'ai l'impression que ouais, les séries asiatiques ont le Ouais. vent en poupe, quoi. Je suis très curieux, moi, personnellement, de cette histoire. Enfin, de voir ce qu'ils vont faire de Yakuza dans une série télé, parce que Yakuza, C'est flingué. c'est un peu zinzin, quoi, dans l'idée. Ouais. Donc, est-ce que Faut ça en va pas faire être too much en série, ou est-ce que ça va être assumé? Moi, je suis très curieux de voir ça. Ouais, faut en faire un truc un peu cool de bagarre et Mm. et de trucs loufoques en fait. Je pense qu'il Exactement. faut faire un truc ouais, un peu à la le bon, la brute et le cinglé, qui était un film sud-coréen, un peu fou, mais avec de l'action, des trucs un peu cool et je pense que l'humour japonais fonctionnera pas du tout sur le Mm. grand public mondial, mais Mm. parce qu'ils sont un peu flingués aussi. Mm. Hein, Alors, leur Ten qui humour, nous des fois, renseigne au sujet de la série Yakuza. Le gameplay est what the fuck, donc en jeu vidéo, mais les histoires ouais, sont ultra sérieuses. c'est ultra bien. Donc, C'est ultra ah ouais, c'est trop bien. moi, je suis très curieux. Ah non, mais il y a moyen. En plus, il y en a plein des Yakuza. Il y a moyen d'adapter des trucs trop bien hein, dans Yakuza. Ouais. Yakuza. Donc, ouais. Yakuza. Eh bien, écoutez, mon cher Adrien, je vous propose de passer à votre point box-office, s'il vous plaît. Merci mon cher Thomas. Je commence avec Beetlejuice de Tim Burton, évidemment. La suite très attendue, presque 40 ans après la sortie du premier. Il est sorti en 88, je crois, Beetlejuice. Donc, 88, effectivement. Ah, tu sais, voilà, je suis un petit peu là. Oh, il est fort. Ah, j'ai les chiffres en tête. Beetlejuice qui cartonne parce que lors de sa 3e semaine d'exploitation, le film a engrangé 26 millions de dollars aux États-Unis, ce qui porte son total à 225 millions de dollars sur le territoire américain et dans le monde entier, il est déjà à 329,7 millions de dollars. C'est assez ouf. Les gens se précipitent pour le voir. La nouvelle génération aussi, qui n'a pas forcément connu Beetlejuice, l'ancienne qui veut revoir Michael Keaton, Winona Ryder, etc. Voilà. Savoir ce qui s'est passé depuis presque 40 ans et je vous en ferai la reco évidemment en fin d'émission parce que j'ai vu le film. Et en France, un excellent démarrage avec 637 000 entrées lors de sa première semaine d'exploitation. Donc voilà, il y avait une vraie envie de découvrir la suite du film de Tim Burton qui revient un petit peu à ses premiers amours parce que c'était son 2e film après Pee-wee Herman, Beetlejuice à l'époque. On continue avec Speak No Evil, avec James McAvoy, le thriller Speak No Evil, qui réalise une performance plutôt remarquable en fait au box-office mondial, avec plus de 42 millions de dollars de recettes pour un budget de production de seulement 15 millions de dollars. Donc là, il y a vraiment une grosse rentrée d'argent et le film cartonne bien évidemment, comme je l'ai dit, au box-office mondial, mais aussi en France, puisqu'il a déjà attiré 13 838 spectateurs dès son premier jour sur 355 copies. Et si on fait le cumul avec les avant-premières, on est déjà à 23 792 entrées. Donc c'est des chiffres très prometteurs qui permettront sûrement au film d'horreur, thriller, d'aller un peu plus loin, voilà,
pendant sa carrière au cinéma en France. Et je termine avec Le Comte de Monte-Cristo, qui lui est sorti il y a un bout de temps maintenant, mais qui continue de performer. Donc l'adaptation du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas porté par Pierre Ninet cumule à ce jour 8 476... Pardon, je la refais. 8 476 623 entrées en France et il dépasse Les Choristes. Il devient ainsi le 23e plus grand succès de tous les temps pour un film français. Donc, c'est vraiment pas n'importe quoi. Et je précise aussi que le film sortira le 20 décembre aux États-Unis. Et il sera proposé dans toutes les catégories aux Oscars, dont celle du meilleur film, mais il ne concourra pas dans la catégorie du meilleur film étranger, car c'est Emilia Pérez de Jacques Audiard qui lui a été préféré pour représenter la France cette année. Donc, ça se trouve, on aura 2 films français gagnants cette année. Peut-être qu'on aura Emilia Pérez d'un côté et Le Comte de Monte-Cristo de l'autre. On sait que les Américains sont quand même assez fans des films de KPDP. Et le retour critique est quand même assez bon pour ceux qui l'ont vu. En tout cas, la presse internationale qui l'a vu aime beaucoup Le Comte de Monte-Cristo. Et puis, il y a ce je ne sais quoi qui fait un petit peu rêver les Américains. Donc, ça peut complètement fonctionner. Oui, et puis c'est un type de film que les Américains ont décidé de plus faire depuis quelques années déjà. Depuis Zorro, je pense, en fait. Donc il y a grand moyen que de Zorro, il n'y en a plus, en fait. Oui, c'est vrai, mais t'as tout à fait raison. Donc c'est typiquement le genre de truc qui pourrait les intéresser et que je vois bien avoir une très belle campagne pré-Oscar. Alors, sans doute pas gagner des prix majeurs. Meilleur film, je pense pas, non. Mais alors, encore une fois, tu dis qu'il concourt, enfin qu'il va concourir. Oui, il n'est pas nommé encore, non, mais il il va être présenté à l'Académie des Oscars pour pour figurer dans les nommés. Et il n'est pas du tout impossible qu'il chope des nominations, notamment pour des prix techniques, et si ce n'est plus. Donc meilleur costume et tout, carrément. À voir évidemment. Donc, voilà pour le point box-office, mon cher Adrien. Exactement. Bon, écoutez, monsieur, est-ce que ce serait pas l'heure du gros sujet? Le gros sujet, c'est il faut qu'on parle, en fait, Joaquin. Il faut qu'on parle. Ça va pas du tout, là, monsieur. Jojo, qu'est-ce qui se passe? Mais Jojo, raconte, là, un petit peu. Alors, et puis, évidemment, il se trouve que ça parle de tout ça au moment où Joker Folie à 2 va arriver, mais... Pas que ça, en fait. Pas que ça, et on en parlait déjà au mois d'août, en fait. Ça a commencé au mois d'août, cette histoire, et ça a commencé parce que Joaquin Phoenix, à 5 jours du début du tournage du film de Todd Haynes, donc Todd Haynes, réalisateur de May December, a quitté le projet de film que lui-même avait amené à Todd Haynes il y a quelques mois, quelques années auparavant, quoi. Donc là, ça la fout mal et ça a fait grand bruit à Hollywood, tout ça au mois d'août. On n'a pas vraiment compris ce qui s'était passé. Pour rappel, de ce qu'on sait de ce projet, en fait, c'était l'histoire d'une romance gay. Joaquin Phoenix devait tenir le rôle principal de ce film et aucune explication n'a été donnée ni n'a fuité dans la presse américaine. L'histoire, le pitch, en résumé 2 secondes, c'était une histoire d'amour entre 2 hommes dans les années 30 avec une forte composante sexuelle. C'est en tout cas ce que disait le cinéaste Todd Haynes en promo de May December il y a quelques temps. Et le film est fini. C'est bon, là il n'y aura plus de film. En tout cas, pour l'instant, tant que Joaquin Phoenix agit comme ça, il n'y aura pas de film, c'est sûr et certain. Et peut-être qu'il sera remplacé d'ici quelques temps. Mais là, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de film avec Joaquin Phoenix. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on n'en sait pas grand chose, sauf que ça a fait gueuler les producteurs et notamment la productrice de Todd Haynes qui s'appelle Christine Vachon. Qui, elle, est habituée aux films indépendants américains et qui a publié un message sur les réseaux sociaux en disant « S'il vous plaît, si vous êtes tenté de faire un doigt d'honneur ou de nous réprimander en disant que c'est ce que vous obtenez en choisissant un acteur hétérosexuel, ne le faites pas. » En parlant justement de Joaquin Phoenix. Elle dit c'était son projet à Joaquin Phoenix. Il nous l'a lui-même apporté. Donc là, il y a un bizarre souci quand même du côté de Joaquin Phoenix. On va pas forcément développer tout ce qui s'est passé autour de ce projet parce qu'en fait, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais en tout cas, ça a commencé à faire gueuler là-dedans, comme j'ai dit, avec les producteurs à Hollywood. Mais on a appris après coup, et même très récemment, de la bouche de James McAvoy, qui est en promo pour Speak No Evil, que à la base, son rôle dans Split, rôle qu'il a
extrêmement bien incarné, Ouais. voilà, Split de M. Night Shyamalan, n'était pas du tout destiné en fait à James McAvoy, mais était destiné à Joaquin Phoenix. Il explique en fait que Phoenix était initialement pressenti pour jouer le rôle principal dans Split, sorti en 2016, mais que seulement 2 semaines avant le début du tournage, on parle vraiment du tournage, hein, tout était fait, c'était parti, Joaquin Phoenix a quitté le projet sans explication publique détaillée. Et James McAvoy, qui a finalement repris le rôle, a évoqué une pression ressentie en joignant le film à la dernière minute. Bon, alors, le mec bien joué quand même, parce que même en ressentant cette pression, franchement, il était très fort parce que son rôle est assez incroyable et sans grosse préparation, il a sorti quelque chose de très lourd. Mais comme quoi, ça prouve que pendant quasiment 8 ans, en fait, parce qu'il est sorti en 2016, Split, on n'a pas eu vent en fait de cette histoire et on a un peu caché en fait que le Joaquin Phoenix a été un mec pas très fiable entre guillemets quoi. Mais c'est pas tout. On a aussi des infos sur Joaquin Phoenix avec Ridley Scott et Napoléon. Parce qu'en fait, là, il n'a pas quitté le tournage, bien évidemment, parce qu'on a tous vu Joaquin Phoenix dans la peau de l'empereur, mais Phoenix a exprimé une certaine panique 2 semaines avant le début du tournage de Napoléon, craignant de ne pas être à la hauteur pour incarner l'empereur français. Et Ridley Scott, en fait, a rapporté que l'acteur avait des doutes sur sa capacité à apporter une nouvelle dimension au personnage historique, et souhaitant éviter une interprétation trop conventionnelle. Mais apparemment, il était vraiment au point de se dire « je ne sais pas ce que je fais, j'en peux plus », etc. Il l'a pris, et en fait, il y a eu apparemment des réécritures de la part de Phoenix à la volée, etc. quoi. Donc, ça en dit long sur un comportement un peu erratique de Phoenix, et je termine là-dessus et ensuite on va en discuter, sur une petite déclame qui est intéressante de Jacques Audiard, avec qui il a travaillé en fait sur les Frères Sisters. Très bon western d'ailleurs de Jacques Audiard en 2018, et Jacques Audiard précise que Phoenix en fait a proposé une approche très particulière pour communiquer avec le réalisateur. En interview en fait, Audiard raconte que Phoenix souhaitait communiquer par télépathie plutôt que par des échanges verbaux traditionnels, ce qui a un peu déstabilisé Jacques Audiard. Et en fait, il a dit, c'est un mec un peu compliqué, quoi. Enfin, entre guillemets, comprenez que Phoenix, il est pas évident, quoi. Donc voilà. Donc, on sait pas trop ce qui se passe. Joker Folie à 2 a pas été bien reçu à la Mostra de Venise. Est-ce que ça va mieux marcher là avec le public ? Il y a des chances, hein, évidemment. De toute façon, la critique n'est jamais le public. Mais on sent qu'il y a une petite redescente de Phoenix, quoi. Pareil avec Ari Aster, Boys of Red n'avait pas marché au cinéma. Napoléon, ça n'avait pas spécialement bien marché. Il n'avait pas été très bien reçu. Et les gens qui aiment bien Phoenix avaient un peu critiqué même la perf de Phoenix en disant qu'il était très éteint. Enfin, c'était pas très intéressant comme incarnation. Donc voilà, c'est un peu bizarre ce qui se passe en ce moment. Est-ce que le vent serait pas en train de tourner en fait, Joaquin Phoenix qui était une des stars du moment en fait, on peut le dire, avec Joker qui avait fait un carton surprenant, on peut le dire, pour la taille du projet, et au final, est-ce que... Alors, c'est toujours difficile parce qu'on a tendance, sur les réseaux sociaux notamment, et quand on prend les choses un petit peu hors contexte, et surtout sans les dires des principaux concernés, notamment de Joaquin Phoenix, de savoir si il fait ça parce qu'il se sent pas bien, tu vois, peut-être qu'il a des problématiques de confiance en lui en ce moment, ça c'est difficile à jauger, bien sûr, et ça relève potentiellement de problématiques mentale, ça on n'en sait rien, mais le fait est que pour une industrie comme celle d'Hollywood, c'est un problème, parce que même s'ils sont habitués à changer de fusil d'épaule au dernier moment et à avoir des choses qui sont calées et potentiellement changer du jour au lendemain d'incarnation, certes, mais quand tu as... un des A-listers, comme on dit en anglais, donc les gens du très haut du tableau, des têtes d'affiche qui te disent moi je suis ok pour ce genre pour ce projet-là, et que 2 semaines avant en fait c'est plus ok, ou pire, quand c'est lui qui vient te chercher et te proposer un projet et toi tu montes tout autour de lui et qu'au final c'est plus possible, là il y a des problématiques différentes, c'est-à-dire que comment tu vas faire pour changer ta production alors que tout avait été pensé et écrit probablement pour l'acteur, et là du coup on est sur des problématiques qui
pourront potentiellement être jugés au tribunal, puisque si ça se trouve, ils perdront énormément d'argent, les producteurs qui ont mis des billes là-dedans. Donc ça, c'est... Attention à pas faire trop de bêtises de ce genre-là, parce qu'il pourrait s'en mordre les doigts, Joaquin Phoenix. Alors on sait qu'il a parfois des projets qui sortent un petit peu des sentiers battus, notamment, tu sais, ce grand moment où il était un petit peu bizarre sur les plateaux de télé, mais en fait c'était pour un tournage, un documentaire, je me souviens plus du projet, mais... C'était Casey Affleck qui le filmait, il faisait semblant de se mettre dans la peau d'un... Enfin, c'était Joaquin Phoenix qui faisait semblant de changer de carrière et de devenir rappeur, je crois. C'était I'm Not There, je crois, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vieux, ça, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, quoi. Mais oui, dans l'idée, c'est un mec qui peut tenter des trucs un peu comme ça. Mais là, apparemment, ça n'a rien à voir. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, tu parles de procès, etc. Mais en fait, le Hollywood Reporter a rapporté justement un article super intéressant sur la colère des producteurs. Bah ouais. Et dans cet article, c'est dit que, évidemment, le fait qu'il quitte le projet de Todd Haynes a suscité une énorme indignation dans l'industrie hollywoodienne. Et le grondement s'est fait plus fort au sein de la communauté des producteurs pour qu'une action en justice soit intentée contre Phoenix, soulignant que tout au long de l'histoire d'Hollywood, des acteurs ont déjà été tenus pour responsables. Donc il pourrait potentiellement même être blacklisté si jamais il continue à faire ses conneries et à pas gérer, en fait, c'est-à-dire en tout cas pas honorer les projets qui sont les siens ou même qui l'amènent quoi, sur un plateau. Quoi. La problématique, c'est comme tu le disais, c'est évidemment pas le seul à avoir fait ce genre de truc, mais peut-être que on pourrait en profiter pour faire de lui un exemple. Et de dire grosso modo, bah écoute, t'as signé, Coco, t'assumes en fait. Soit tu t'en vas, soit tu payes les assurances ou tu fais ce que tu veux. Mais nous, on est perdant quoi. Et je vois dans le chat, c'est pas comme s'ils s'en étaient pris à des gens, dit Franck. Il y a des acteurs qui font bien pire, etc. Mais en fait, c'est pas une question de violence ou quoi que ce soit. C'est une question de mettre des gens, des techniciens au chômage pendant un temps, alors qu'un projet était prévu, etc. On leur a dit, vous allez travailler, etc. Et en fait, je pense que parfois, c'est une perte d'argent aussi. Au-delà des techniciens, c'est une perte d'argent pour les studios. Et les studios, on sait que ils pensent très proches de l'argent, tout particulièrement en ce moment. C'est ça. Donc en fait, la créativité, c'est sympathique, mais l'argent, c'est bien mieux. Les actionnaires, c'est bien plus intéressant pour les studios. Et je pense qu'un Joaquin Phoenix en ce moment est un caillou dans la chaussure. Et s'il se reprend pas, ça peut être quelque chose, quoi. Ça peut continuer. Quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Franck, dans l'idée, parce que c'est pas le seul acteur. Évidemment, on voulait en parler, notamment de Jake Gyllenhaal, qui lui aussi a un petit peu déconné il y a quelques temps. Je sais pas si vous vous en souvenez, en gros, Jake Gyllenhaal était attaché au projet du réalisateur français Thomas Bigdin, Soudain Seul, qui depuis en fait a été tourné avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. Mais à l'époque, en fait, Thomas Bigdin a halluciné parce que Jake Gyllenhaal a un peu pété un câble sur le tournage, parce qu'après seulement 4 jours, le projet a été interrompu. On apprenait que c'était en plein Covid. Alors, Jake Gyllenhaal apparemment voulait pas voir les gens trop proches, etc. Il voulait pas changer, aller dans l'eau. Enfin, il y a des histoires comme ça. C'est l'histoire en plus, le film de naufragés. Donc forcément, il y a un truc un peu, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment se donner. Et il était infect sur le tournage et Thomas Bigdin l'a un peu défoncé dans la presse. Et donc Jake Gyllenhaal a fait la même chose. Il a lâché un projet du jour au lendemain qui devait se faire avec une star américaine. Et si je me souviens bien, je crois avec Vanessa Kirby aussi qui devait être ça. Je crois que c'est Vanessa Kirby, je sais plus. C'est ça. C'est ça, ok. Et il a changé du tout pour prendre Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. Très bon film, hein, avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry, il n'y a aucun souci, quoi. Mais quand tu montes un film à une portée internationale comme ça, avec des noms comme Jake Gyllenhaal et Vanessa Kirby, c'est pas le même film non plus, quoi. Donc tu sais qu'en fait ton film n'a plus la même aura. Et donc voilà, il y a des acteurs comme ça qui font ça. C'est quand même assez étrange à leur niveau en plus de célébrité, de se permettre ça. D'un côté, faut mieux se permettre ça quand t'es célèbre que quand tu l'es pas. Oui, je pense. Mais c'est étonnant à quel point ils arrivent à un petit peu mettre ça sous le tapis, à cacher les choses, même si là ça commence à se voir de plus en plus. C'est vrai. Mais ouais. Et je pense que le fait qu'on en parle de plus en plus montre un revirement aussi de la part des studios, en mode, écoutez, à une époque ça c'était peut-être ok, mais maintenant on n'a plus le temps en fait. Voilà. C'est ce genre de truc maintenant c'est plus ok. Et peut-être que justement on est sur un revirement qui nous ferait dire peut-être que les stars sont moins intouchables qu'elles ne l'étaient à une époque.
Mhm. Donc, effectivement, comme le disait Franck dans le chat, des acteurs peuvent faire des choses bien pires, mais c'est pas le souci. Là, tu touches les producteurs dans ce qu'ils ont de plus intime, à savoir leur billet vert, et donc du Ouais. coup, ouais, c'est plus la même chose, quoi. Alors déjà, tu parles au producteur, évidemment, comme on l'a dit, mais surtout, et on l'a cité hein, dans la news et dans ce gros sujet, c'est des réalisateurs et c'est des mecs qui, eux, sont des créatifs purs et durs. Alors là, on parle d'un réalisateur qui n'est pas un faiseur, hein, vraiment. Des mecs comme Thomas Bigdin, des mecs comme Todd Haynes, c'est pas des mecs à la solde des studios, en fait. C'est des types qui, eux, amènent des vraies visions de cinéastes, ont envie de proposer des choses et comptent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment pas un pari, mais en tout cas, c'est quelque chose de très important pour eux, qu'on les suive dans leur projet et qu'on leur serre la main et qu'on leur dise « Ok, je t'accompagne dans ta démarche, je vais te suivre, etc. » Et surtout qu'en plus, Joaquin Phoenix a amené le projet à Todd Haynes. Pareil pour Shyamalan. Tu dis 2 semaines avant le tournage, tu peux pas lourder le type, quoi. Enfin, c'est très étrange, quoi. Parce que, en fait, comme le disait la productrice de Todd Haynes, rappelez-vous quand même que ce projet, à son annonce, a provoqué un tollé. Là, en l'occurrence, c'est pas ça qui l'a fait changer d'avis, a priori, puisque c'est quelque chose qu'il est capable de faire pour d'autres genres de projets. Donc du coup, ça pose question. Et moi, ce qui m'inquiète pour lui, alors en vrai, je me fais pas trop de soucis pour lui, parce que bon, ben voilà quoi, mais est-ce que quelque part, à force de faire ce genre de truc et à envoyer le message de plus en plus connu, médiatiquement parlant, que tu n'es pas fiable en tant qu'acteur, et donc en tant que tête d'affiche, est-ce que tu deviendrais pas tricard, en fait, dans l'industrie à Hollywood? Et ça, c'est aussi un problème pour un acteur de peu importe sa taille, d'ailleurs. Oui, bien sûr, et je te rejoins complètement sur le fait que il va être respecté par le public. Il y aura toujours des gens qui vont l'aimer, c'est pas le souci. Et puis il y a plein de gens qui auront jamais conscience de tout ça. Évidemment, mais il faut écouter Pop News pour ça. Mais au-delà de ça, non, c'est pas ça. Mais c'est juste que peut-être qu'on va se priver de projets avec lui, parce que lui va jouer au con comme ça, ou en tout cas va pas gérer les choses, parce que c'est un souci mental peut-être, un souci psy, il y a quelque chose. Il n'arrive pas, de ce que je comprends et de tous les articles qu'on a lus et de tout ce qu'on a regardé comme source, c'est un type qui a l'air d'avoir énormément de mal à gérer la pression et qui à avoir énormément de mal à avoir confiance peut-être dans sa presta, dans ce qu'il va proposer dans un film, etc. Alors même qu'on est venu le chercher, alors même qu'il bosse avec des grands, et que par exemple un Ridley Scott, il le connaît depuis très longtemps, il le connaît depuis Gladiator, mais ça n'empêche qu'en jouant Napoléon, j'entends, hein, quand tu joues Napoléon, je pense que tu as une petite pression. Mais c'était toujours en mode stressouille, quoi, et mais t'en fais pâtir les autres. Et c'est ça le souci, quoi. À voir, je sais pas trop où ça va aller, c'est pas déconnant vu comment on peut percevoir Joaquin Phoenix, je le connais pas, hein, je le connaîtrai jamais, mais c'est un type qui laisse pas passer grand chose, quoi. C'est un type qui est extrêmement bizarre en interview aussi, il est toujours un peu impassible et tu sens qu'il est là sans être là, quoi. Donc peut-être que c'est un jeu qui l'emmerde, peut-être que lui il a qu'une envie, c'est de faire exactement ce qu'il veut. Je sais pas trop quoi, mais c'est assez intéressant à suivre parce qu'il est en tout cas hors cadre un peu, quoi. Ah bah bien sûr, mais il l'a toujours été, mais c'est vrai que là, en fait, c'est pas déconnant d'être hors cadre quand on est génial. Mais quand t'es hors cadre et qu'en plus tu respectes pas tes engagements, tu finis par vraiment plus du tout être dans le cadre, et moi ça serait pas étonnant que du coup sur les prochains projets autour de Joaquin Phoenix, il y a un certain nombre de producteurs qui disent écoutez, moi je veux bien faire mon projet autour de lui, par contre on va mettre une assurance spécifique en place autour de ce film, c'est s'il nous jette, c'est lui qui paye en fait. Et là, tu te mets dans une situation qui est pas du tout pareille, quoi. Ah non mais complètement. Et pour finir, être hors cadre au cinéma, c'est compliqué. Faut mieux être face caméra. Désolé. Non, mais voilà. En tout cas, on voulait en parler parce que déjà, ça change un petit peu de sujet un peu classique qu'on peut aborder parfois sur les licences, sur la pop culture en général. Donc là, il fait énormément partie de la pop culture quand même, hein, Joaquin Phoenix, notamment depuis Joker et Napoléon. Enfin, c'est des gros films, quoi. Il est plus dans le circuit indé comme il a pu l'être à l'époque. Mais j'aime bien ce genre de personnalité. Et il y en a d'autres, et je pense que ça va ressortir au fur et à mesure, parce que cette affaire, elle est sortie il y a très peu de temps, elle est sortie en août, hein, il y a un mois. Donc en fait, tout ça, ça va au fur et à mesure, ça va un petit peu parler, et voir la suite avec les producteurs, hein, justement, voir ce qu'ils vont en faire, quoi.
Des choses intéressantes en tout cas se passent du côté de Hollywood, et il n'est pas impossible que ça ait des répercussions pour pas que Joaquin Phoenix. Exactement. À voir évidemment. Allez, c'est le moment de parler du radar des sorties, mesdames et messieurs. Il y a pas mal de choses à prévoir dans les 2 prochaines semaines. On va faire ça rapidos, avec notamment les sorties en salle. Je vous parlerai de Joker Folia 2, évidemment, mais avant ça, on va parler de Megalopolis, et oui, qui sort en France, après avoir été présenté à Cannes et avoir été plutôt malmené par la critique, disons-le. C'est le nouveau film de Francis Ford Coppola, dans lequel il a mis l'intégralité de sa fortune et tous ses œufs dans le même panier. Ça sort le 25 septembre, avec Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel et bien d'autres. Le pitch est simple, Megalopolis est une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catilina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklin Cicero. À voir, puisque bon, c'est du Francis Ford Coppola. Est-ce que c'est son meilleur film ? Dernier. Ça n'a pas l'air, mais peut-être son dernier film, donc bon. Ouais. Curiosité. Il a l'air vieux, mal en point un petit peu, je trouve. Francis Ford Coppola, je sais pas si t'as vu son. Quand on le voit en interview. Son vidéoclub là. Ouais. Il se tient beaucoup aux étagères du vidéoclub. J'aime pas le voir comme ça, Coppola. Mais très très chaud pour voir Megalopolis, c'est pour me marrer si c'est nul, et ça a l'air d'être une expérience en tout cas. En tout cas, oui, voilà, ça évoque la curiosité, en tout cas, ça c'est certain. Ouais. Voilà. Il faut le voir, je pense que c'est le genre de film qu'il faut voir pour vraiment se faire un avis, quoi. Très clairement. Ensuite, le 25 septembre également, je vous propose Motherland, qui est un film d'épouvante horreur d'Alexandre Aja, avec Halle Berry notamment. Le concept, c'est depuis la fin du monde, June protège ses fils Samuel et Nolan en les confinant dans une maison isolée. Ils chassent et cherchent de quoi survivre dans la forêt voisine, constamment reliés à leur maison par une corde que leur mère leur demande de ne surtout jamais lâcher, car si l'on en croit June, la vieille cabane est le seul endroit où la famille est à l'abri du mal, entre guillemets, qui règne sur la terre, mais un jour, la corde est rompue, et ils n'ont d'autre choix que de s'engager dans une lutte terrifiante pour leur propre survie. Mais ben dis donc. Pourquoi pas, après tout ? Pourquoi pas ? 25 septembre, et bien sûr, le 2 octobre, Joker, Folia 2, ou Joker 2, de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, dont on vient de parler, et Lady Gaga et bien d'autres personnes. À quelques jours de son procès pour les crimes commis sur les traits du Joker, Arthur Fleck rencontre le grand amour et se trouve entraîné dans une folie à deux. C'est bien mystérieux, quelque part. Mais on va aller voir ça dès le 2 octobre. Je vous propose quelques petits trucs en streaming. Alors rapidement, les sorties qui vont arriver. Avec Tout sauf toi, le 26 septembre sur Canal+. C'est la comédie romantique avec Sydney Sweeney et Glenn Powell, dont on avait beaucoup parlé, notamment dans les points box-office en début d'année dernière, en début d'année, tout court, à voir sur Canal+, puisque ça arrive le 26 septembre. C'est toujours pas vu, je regarderai sur Canal. Ouais, carrément. The Walking Dead, Daryl Dixon, saison 2, 2 points, The Book of Carol, ça commence à faire beaucoup, les titres. Ça arrive le 30 septembre sur Paramount+, et c'est centré sur le parcours de Carol, cette fois, Melissa McBride, qui va tenter de retrouver Daryl, et rappelez-vous, Daryl était dans la saison 1 en France. Voilà. Oui. La saison 2 arrive, le Mont-Saint-Michel, avec Clémence. On voit sur l'affiche d'ailleurs. Ouais, complètement. Donc voilà, la saison 2, 30 septembre sur Paramount+. Et c'est déjà dispo en streaming, mais je vous l'avais pas noté il y a 2 semaines, donc très rapidement, Dune partie 2, le film préféré d'Adrien, qui arrive sur Netflix et sur Max le 15 septembre. Voilà, c'est d'ores et déjà disponible, tout comme Agatha All Along, qui est disponible depuis le 19 septembre sur Disney+, qui est centré autour du personnage d'Agatha Harkness, vu dans WandaVision, donc c'est un spin-off d'un spin-off, bref, magnifique. Argyle, le thriller d'espionnage de Matthew Vaughn, avec Bryce Dallas Howard et Henry Cavill, qui est disponible sur Canal+, depuis le 20 septembre, tout comme Le Pingouin sur Max, dont on parlait tout à l'heure, avec Colin Farrell, le spin-off de The Batman dédié à l'ascension du Pingouin à Gotham City, qui a débuté sur Max le 20 septembre.
Petit truc sur Argyle vite fait, j'aurais pu le mettre en reco mais je l'ai pas fait. J'en ai pas parlé, on est d'accord, Argyle. Je me souviens. Je me Non, je demande crois si t'en avais pas parlé en tout début d'année dernière, sauf si tu l'avais. Je me Je souviens. l'ai pas vu, je l'ai vu que sur MyCanal. Donc, Ouais, bah vas-y, parle-nous un petit peu si tu veux. Principe très cool dans l'idée Mm. d'une sorte de Kingsman, version espionnage littéraire et Ouais. James Bond, etc. Je suis très mal le résumer, donc bref, on s'en fout, je le fais pas. Mm. Ça va malheureusement pas au bout de ses idées et, Ouais. et c'est un peu trop foutraque, mais ça se regarde pas sans déplaisir. Voilà. Donc Bah, allez-y, écoute. un dimanche, ça se met très bien. C'est typiquement ce que j'attendais d'un visionnage sur Canal+, plutôt que dans une salle de cinéma. Mais c'est pas du tout au niveau d'un Kingsman. Oui, Voilà. ça, je m'en doutais. Non. Qui avait fait un four d'ailleurs, hein, rappelez-vous, en début Kingsman d'année. Non, Argyle, Argyle, ouais, bien sûr. et qui faisait partie des fours, enfin qui fait partie des fours de 2024. Hein, Ouais. Et une petite sortie jeu vidéo, ça faisait longtemps que je vous en avais pas proposé, c'est The Legend of Zelda Echoes of Wisdom qui sort le 26 septembre sur Nintendo Switch en exclusivité. C'est un jeu d'action-aventure inédit, puisque ce n'est pas un remake, où on incarne Zelda qui cette fois va devoir sauver Link, alors avec des visuels très similaires au remake de Link's Awakening sorti en 2019, et ça a l'air ma foi fort sympathique comme souvent sur ce genre de jeux vidéo sur Nintendo Switch du coup, en exclusivité. Clairement. Et c'est la fin de mon radar des sorties. On va pouvoir conclure cette émission avec les recommandations. Adrien, tu veux nous parler de Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton, dont j'ai parlé en point box-office. Yes. Beetlejuice, qui sort bien longtemps après le premier, qui était sorti en 1988. C'est la suite, évidemment, directe de Beetlejuice, premier du nom. On retrouve quasiment tous les personnages du premier, sauf quand même Gina Davis et mince, j'ai pas vu son nom. Oh là là, c'est incroyable. Alec Baldwin. Gina Davis et Alec Baldwin qui sont pas du tout là, mais on retrouve évidemment Catherine O'Hara, on retrouve Winona Ryder et bien évidemment Michael Keaton en Jenna Ortega, bien sûr. Non, on retrouve. Jenna Ortega arrive par contre elle dans la franchise aux côtés de Justin Theroux qu'on a vu dans The Leftovers. L'histoire de Beetlejuice, c'est que, sans trop spoiler, la famille va devoir retourner dans la maison du premier pour un événement, et cet événement va faire qu'ils vont se retrouver dans l'au-delà, comme dans le premier, en passant par la maquette, ou en tout cas en disant Beetlejuice 3 fois. Est-ce que c'est un bon film ? J'ai vraiment pas passé un mauvais moment. C'est un film qui est foutraque aussi, c'est un film qui est un peu... qui a un scénar, mais qui part complètement dans tous les sens, qui est pas du tout bien construit, en fait, dans l'idée, mais qui est plutôt bien rythmé, ce qui fait qu'en fait, c'est ok à regarder. Je commence par vraiment les défauts. Y a vraiment un côté enchaînement de scènes, un peu grosse, une exposition qui est bien trop longue. À un moment tu te dis putain ça commence ou voilà. Les gags sont pas fous, mais d'un côté dans le premier ça a jamais été hilarant non plus, Beetlejuice. Il y a un truc de Jenna Ortega qui rejoint un peu Mercredi, on va pas se mentir, c'est quand même un peu la même chose. Il y a en plus une phase où elle danse un peu à la Mercredi aussi, donc on peut un peu soupirer quand même quand on voit ça. J'ai oublié de le dire, Monica Bellucci joue dans le film. Monica Bellucci qui est sûrement la nouvelle muse de Tim Burton, parce qu'il est avec dans la vraie vie aussi, donc je pense qu'il y a un truc classique. Voilà, classique. Qui a c'est bizarre de ça, mais plastiquement, elle est super intéressante, son personnage est super intéressant parce qu'il y a un truc maintenant avec elle est découpée en plusieurs morceaux et en fait elle est comment agrafée, elle s'aggrave, donc c'est plutôt rigolo. Donc il y a un truc très cool de personnage. Par contre, son personnage est ridiculement inintéressant. Et il ne sert à rien. C'est ce que dit Franck dans le chat. Monica Bellucci qui retire son personnage, ça change rien au film. Ça change rien du tout. C'est-à-dire que c'est une sorte d'antagoniste qui est là pour être là, mais qui pourrait très bien disparaître du film. Elle a, je pense, 3 lignes de dialogue. Et, d'accord. Et elle est là, il n'y a pas de souci, mais c'est pas... elle passe, quoi. Elle traverse le film, comme un fantôme. Vraiment, elle traverse le film, donc sans trop d'intérêt. Voilà, bon, ça c'est pour les points négatifs. Pour les points positifs, il y a vraiment Michael Keaton qui revient, t'as l'impression qu'en fait il a pas vieilli. Enfin c'est assez ouf, il l'incarne aussi bien qu'à l'époque, parce que le maquillage fait qu'en fait ça marche toujours aussi bien. Beetlejuice c'est toujours aussi drôle, il y a des super idées
de décor, donc un peu en décor pratique, beaucoup même en décor pratique. Il y a des idées de mise en scène qui sont plutôt cool. Et en fait, c'est le problème de ce film-là et de nombreux films, c'est qu'il y a un côté un peu film Netflix. Je suis pas le premier à le dire pour Beetlejuice, parce qu'en fait, il vient de Netflix maintenant. Enfin, il vient de Netflix. Maintenant, il fait des trucs pour Netflix avec Mercredi, etc. Et tu sens qu'il a plus l'inspi des débuts, même s'il aimerait revenir à ça. Justement, en revenant à Beetlejuice, il aimerait revenir à ses premières amours et tout ce qui est films qui l'ont fait connaître et aimer du grand public, et se débarrasser un petit peu de cette étiquette Disney. Et il le dit d'ailleurs à un moment dans le film, il y a un gros tacle à Disney. Enfin, si tu sais qu'il a bossé avec Disney, tu comprends tout de suite en fait qu'il tacle Disney. Ok. Donc en fait, il veut se débarrasser de ce truc-là, tu vois. Mais il n'y arrive pas parce que déjà, d'une, il a vieilli, hein, c'est plus le même réalisateur. Deux, ça fonctionne plus aussi bien parce que les technos utilisés, je trouve, sont pas forcément au service de la mise en scène non plus. Y a des idées, hein, vraiment, hein, mais ça manque de pêche. C'est pas que c'est pas rythmé, hein, mais ça manque de genre, waouh, putain, on va se marrer, quoi. Ouais. Y a des trucs cool. Quand je dis des idées, il y a une séquence qui s'appelle le Soul Train, donc le train des âmes. Mais en fait, c'est vraiment de la soul, en fait, tu vois. Genre, il y a des gens qui dansent, qui jouent de la musique, etc. Et c'est le Soul Train. Et tu fais, c'est trop cool, j'adore, l'idée est super, quoi. Mais à part ça, de temps en temps, des petites inspi et tout, ça marche pas trop. En fait, t'as l'impression que les personnages sont tous un petit peu à des endroits différents, se croisent sans se croiser vraiment, non pas... Et notamment le personnage de Justin Theroux qui est pas très intéressant, qui fait le copain de Winona Ryder. Ouais. J'adore Justin Theroux, il est super, hein, mais là-dedans c'est un peu compliqué, je trouve. Son personnage est pas très bien écrit, en tout cas ne sert pas forcément l'histoire. Et puis il y a une résolution qui est cool, qui met un peu le smile, mais qui est très rapide. En fait, ça fait vraiment une... Et c'est là où je voulais en venir aussi, c'est scénarisé par Alfred Gough et Miles Mylar, les scénaristes de Smallville et de Mercredi. Oui. Et donc oui, forcément, en fait, tu sens cette patte série, en fait. Tu sens vraiment la patte sérielle. Et c'est pas un film, en fait. C'est comme des mini-épisodes mis bout à bout, quoi. Et tu le sens. Si tu réfléchis de cette manière-là, en fait, tu vas le voir comme ça. Et tu vas dire, ah bah là, c'est vrai qu'il y a la partie un peu Jenna Ortega. Là, il y a la partie un peu, Winona Ryder. Là, il y a la partie Beetlejuice. Et ça fonctionne pas trop, quoi. Et t'as l'impression que Tim Burton est un peu là au service de ces types-là. Et ça fait chier, parce qu'en fait, normalement, ça devrait pas être ça. Donc, ça m'emmerde un peu que Tim Burton s'entoure de ces types-là qui sont pas des mecs ouf. Et même si Smallville, hein, on aime tous les deux Smallville, hein, mais on aimait Smallville quand on avait 10 ans, quoi. Et Mercredi, c'est mignon, quoi, mais arrêtons, quoi. Donc ouais, c'est un film qui se regarde sans déplaisir, encore une fois. Ouais. Vraiment, ça va te donner le smile. Il y a des idées par-ci par-là, c'est cool, c'est rigolo, c'est frais, ça dure 1h40, c'est cool. Mais il aura jamais, en tout cas je pense pas, l'aura du premier Beetlejuice, qui est déjà un film un peu à part aussi dans l'univers de Tim Burton. Ouais. Mais ça fait du bien de retrouver des effets pratiques, ça fait du bien que Tim Burton parte un petit peu de ce côté Disney chiant qu'il avait avec Dumbo, toutes ces merdes qu'il fait chez Disney. Voilà, il tente un peu plus de trucs, on va dire, quoi. Mais même s'il se repose vachement sur ses acquis aussi, hein, parce que... tout ce qu'il avait mis en place dans le premier, il le réutilise aussi dans le 2, quoi. Donc, ouais. Est-ce que quelque part, c'est déjà pas mieux que ce qu'on l'a vu faire chez Disney, quoi? Sûrement un peu, ouais. Il y a du vrai gore, c'est vrai, dit Franck dans le chat. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté, il y a du vrai gore. Notamment une scène un peu gory, mais ça va, quoi. Mais oui. J'ai juste une petite question pour les gens qui se souviennent plus de Beetlejuice 1, ou alors qui l'auraient jamais vu. Est-ce que c'est mieux de voir le 1 ? Ah oui, c'est mieux. Je pense que là, en fait, le 2, il est fait pour une nouvelle génération. Mais le 1 est mieux, forcément, si tu veux comprendre l'univers et les bases de l'univers. Et Beetlejuice, qu'est-ce que c'est que Beetlejuice ? Parce qu'en fait, le 2 va un tout petit peu plus filer de l'or autour de la persona de Beetlejuice et qui est vraiment Beetlejuice, même si ça y va. Vite fait, c'est pas non plus incroyable. Mais oui, c'est toujours mieux de toute façon d'avoir vu le premier avant de regarder le 2, c'est quoi. Mais tu sais très bien que c'est la Gen Z, elle va y aller je ne critique pas la Gen Z, mais elle va forcément aller voir le 2. Bonjour à tous, vous qui ne nous écoutez pas. Yo les Jones, et Jenna Ortega est là pour ça aussi, on le sait. Oui, bah bien sûr. Jenna Ortega qui joue bien. Je dis qu'elle joue Mercredi, mais elle joue très bien, par contre. Hein. Ah bah, Jenna Ortega, je pense que j'ai très envie de voir Jenna Ortega dans 5-10 ans pour voir ce qu'elle nous proposera vraiment, quoi. Mercredi, saison 15.
mercredi saison 15, et j'espère pas, justement, je veux que Jenna Ortega fasse autre chose, Ouais. parce qu'elle a vraiment du talent. Ah oui. Et qu'elle nous fasse pas une Winona Ryder, justement, où on la voit plus pendant 15-20 ans, et qu'elle revienne On tu vois, croise trop les tard, doigts. quoi. Bref, voilà. Donc allez voir Beetlejuice, c'est cool. Vous avez pas passé un mauvais moment, mais ça fait un peu série télé long format, quoi. Ouais, je vois. Ok, bah écoutez, pour les gens qui l'ont vu ou déjà vu, n'hésitez pas à nous donner votre retour et Yes. à nous dire si vous êtes d'accord avec Adrien ou pas. Oh, sortez les fourches, bien sûr. Je vous propose de parler un petit peu jeux vidéo, puisque moi, en ce moment, j'ai le temps de rien regarder, ou alors vraiment un quart d'heure. Donc, du coup, ouais, j'ai lancé un petit épisode Netflix, là, ce week-end, et en fait, le petit s'est réveillé à ce moment-là, du coup, j'ai éteint la télé, donc j'ai regardé littéralement un quart d'heure du premier épisode de Twilight of the Gods, et c'est tout. Bref. D'accord, ok. Je voulais, donc du coup, moi, j'ai l'occasion de temps en temps, quand je prends mon bus, par exemple, de jouer à un jeu vidéo sur mon téléphone, qui s'appelle The Elder Scrolls Castles, et qui est sorti il y a une dizaine de jours, et qui est en fait le Fallout Shelter dans l'univers de Skyrim. Alors Trop Fallout bien. Shelter, pour les gens qui connaîtraient pas, c'est donc dans l'univers de Fallout, on créait un petit abri anti-atomique, et sa colonie en mode 2D vue de côté, un peu une vue de tranche en fait d'une fourmilière. Et c'est exactement la même chose, mais dans l'univers fantasy de Skyrim, etc. Donc en fait, on incarne un roi qui va gérer sa population dans son château et faire en sorte que cette population puisse provenir à ses besoins. Donc le roi en plus va être amené à promulguer des décrets, donc très régulièrement il y a des membres de la population qui viennent le voir en leur disant bah là il faut faire un choix, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a souvent 3 choix qui sont disponibles, souvent il y a des choix qui sont pas forcément très positifs pour une partie de la population, d'autres qui le sont plus mais pour une autre partie de la population, et donc du coup bah parfois il y a des jauges de bonheur de certaines parties de la population qui montent et qui descendent. Et donc il faut faire attention évidemment à ce que les gens soient pas extrêmement mécontents contre les décisions du roi, parce que sinon coup de serein dans le dos du roi qui décède et qui est donc remplacé par son successeur direct. Rien à voir avec la réalité, les gens sont... Non, bah non, les gens, d'une manière générale, ne partent pas en révolution. C'est connu. Hein, donc voilà, et ça, honnêtement, j'ai bien aimé ce genre de mécanique-là, parce que ça m'a rappelé un jeu un peu applicatif qui s'appelle Reigns, où en fait, un peu à la Tinder, on choisissait une carte ou une autre en fonction des décrets que promulguait le roi, et là c'est le même délire, sauf que en plus de ça, bah, y a encore cette histoire de fourmilière un peu vue de côté, où on va déplacer les différents personnages pour faire en sorte qu'ils soient plus actifs dans certaines zones. Donc c'est un jeu beaucoup de gestion de production notamment. Il faut que tu gères la nourriture, que tu gères l'huile pour qu'il y ait de la lumière dans le château, et un certain nombre d'autres choses. Il y a il y a des petits mini-jeux aussi de combat. On choisit un certain nombre de combattants qui vont ensuite faire des quêtes, etc., et développer ensuite le jeu. C'est franchement plutôt pas mal, ça occupe bien les temps d'attente dans les transports. Juste un truc à savoir, moi j'ai un iPhone 12 et ça massacre ma batterie. Mais genre, ça le tabasse, quoi. Donc depuis que j'y joue, il faut que je recharge mon téléphone en plein milieu de la journée avant de... sinon il meurt avant que je sois rentré à la maison. Donc sachez-le. Et sachez aussi, autre reminder, c'est que le jeu est perclus de trucs où on va vous demander de l'argent. Donc sachez que c'est vraiment un jeu mobile dans ce sens-là, où Bethesda, donc les éditeurs du jeu, font tout pour que vous mettiez du vrai argent dans le jeu. Alors moi, pour l'instant, j'ai rien donné, hein, parce que c'est quand même possible de jouer free-to-play, mais sachez que très régulièrement, vous allez avoir une notification avec écrit « Paye 9,99€ et t'auras ça. Paye tant de trucs et puis t'auras ça. » tu vois. C'est du cosmétique ou non, c'est vraiment pour... ah non, c'est vraiment pour augmenter, enfin pour aller plus vite dans le jeu, etc. C'est du pay to win, c'est chiant. Ouais. Donc sachez, voilà, est-ce qu'il y a ça. Si vous êtes... on va dire particulièrement susceptible à ce genre de mécanique de jeu, peut-être l'installez pas.
parce que c'est possible de tomber dedans et ce serait dommage. Mais honnêtement, moi j'y passe pas un mauvais moment. Alors au bout d'un moment, je vais finir par arrêter d'y jouer, parce que ça va finir par me saouler d'avoir le fil à la patte, etc. Exactement, c'est vraiment naturellement on arrête. Voilà, au bout d'un moment, on a fait le tour et puis comme Marvel Snap, rappelle-toi. Oh, Marvel Snap, j'y joue encore tous les jours. C'est vrai? Je te promets. C'est sérieux, mec? Ça fait je joue j'ai arrêté de jouer. Tous les jours à Marvel Snap. Ah ouais? Oui. Ah, au bout d'un moment, j'ai fait. Mais ouais, mais est-ce que t'es déjà arrivé niveau 100? Non, mais ça va, c'est bon, t'es nulos. pas obligé Ah, de le dire nulos. ça. Oh, mais qu'il est désagréable aussi. Parce que tu sais, quand t'arrives au niveau max, en fait, tu t'arrêtes. Au-dessus, il y a le soleil, c'est tout. Après, tu peux. Bref, alors, vas-y, tu disais? Non, mais voilà, j'ai fini avec ma reco. Bon, t'en as une autre de reco? Non, je pense que je vais m'arrêter là. Je vois dans le chat Emily in Paris et tout. Oui, regardez Emily in Paris, c'est drôle parce que c'est nul. J'ai tout binge-watché en 2 secondes. Franck qui dit Thomas, regarde Emily in Paris, les épisodes durent 20 minutes. Vraiment? Ouais. Mais moi, j'ai pas envie de voir ça. Non, un poil plus, je crois, c'est 20-30 minutes, je pense quand même. Oui, c'est très court. Mais il y a Brigitte Macron, donc c'est rigolo à un moment, voilà. Et puis ils prennent jamais le métro. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils sont beaux, mais elle sait toujours pas parler français. Et j'ai vu des détournements pas des détournements, mais des trucs sur Twitter. J'en disais, mais je ne sais pas quel visa elle a. Il est assez incroyable. Je pense qu'elle a le meilleur visa de travail du monde. Mais bref, donc voilà. C'est toujours aussi con, mais c'est rigolo à regarder. Toi, je sais que t'aimes pas ça, toi, le binge hating. Non, mais après, le hate watching, j'ai pas de problème avec ça, dans le sens où... Ok, mais en fait, si tu veux, j'ai tellement d'autres trucs à regarder je sais être bon, que ça vaut pas le coup pour moi de pas perdre mon temps, mais disons de perdre le peu de temps que j'ai à aller voir ça. Je sais pas si c'est le perdre, parce qu'en fait, tu fais vraiment, il y a un moment côté, ça refait les niveaux, tu vois. Il y a un truc, tu te dis, putain, on peut vraiment jouer aussi mal que ça? Et tu vois, genre, on peut vraiment être aussi mauvais que ça, et en fait, on peut l'être, tu vois. Et donc, c'est vraiment cette série te permet ça. Et même si je suis persuadé que tous ne sont pas si mauvais, notamment Lily Collins, elle est pas mauvaise, je pense, en tant qu'actrice. On l'a vu dans d'autres trucs, tu vois, on l'a vu dans Manque de Fincher, on l'a vu dans d'autres films. Je pense que c'est une bonne actrice, entre guillemets, quoi. Mais mon Dieu, que ça joue mal là-dedans, quoi. Et tu sens que c'est pas dirigé de façon de mettre. Mais c'est rigolo. Oui. Oui, non, mais tu vois, très, très clairement. J'aurais l'opportunité de faire des visionnages longs. Je le ferais, tu vois, une fois que j'aurais, je sais pas moi, que j'aurais rattrapé mon retard sur les Anneaux de Pouvoir, par exemple, ou que j'aurais lancé The Penguin ou des trucs comme ça. Oui, peut-être. Mais là, si tu veux, je suis déjà tellement en galère pour regarder autre chose, enfin juste regarder des trucs qu'il vaut mieux pas, quoi. Privilégie les trucs cool. Complètement. Bon, mais écoutez, truc cool terminé pour cette semaine, puisque c'est le clap de fin pour cet épisode 61 de Pop News. Merci bien entendu de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, je pense que vous avez mérité de mettre une petite étoile sur la plateforme de podcast où vous êtes. Ou si vous êtes sur YouTube, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis tant que vous y êtes, maintenant que vous allez scroller pour aller mettre un petit like, allez mettre un commentaire. Parce que tant qu'à faire, voilà. Allez, c'est le mec qui, tu lui donnes ça, il prend ça, tu vois. Et puis, dans la description, vous verrez aussi un lien vers notre page Discord où vous pourrez rejoindre la communauté rapprochée et discuter pendant tous les jours, quelque part, de la pop culture avec nous, et ça nous fera très plaisir de vous y retrouver. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, on sera déjà au mois d'octobre, pour discuter de ce qui se sera passé sur la planète pop culture d'ici là. En attendant, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut à tous.